Bienvenue à tous. Vous écoutez à nouveau les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous apportons cet récit profondément troublant, inspiré de mystères réels des forêts du Pacifique Nord-Ouest. Ces histoires, ancrées dans la réalité, vous feront douter de ce qui se cache réellement dans les profondeurs sauvages de l'Oregon et de Washington. Ces récits ne sont pas des fictions, mais des témoignages documentés, partagés par des personnes ayant osé s'aventurer dans ces forêts enveloppées de brume, où quelque chose d'inexplicable rôde dans l'ombre. Chaque histoire a été compilée à partir de rapports officiels, de témoignages de témoins et de dossiers d'enquête, dessinant un tableau trop troublant pour être ignoré. Le Pacifique Nord-Ouest recèle des secrets qui défient toute explication rationnelle. Ce soir, vous entendrez des récits qui ont laissé les enquêteurs perplexes et marqué à jamais les témoins. Si vous aimez les histoires d'horreur authentiques, ancrées dans la réalité et capables de vous tenir éveillé la nuit, abonnez-vous à Monsieur Mystique et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos investigations dans l'inconnu. Nous voulons entendre vos propres récits d'expériences inexpliquées dans les commentaires ci-dessous. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer les ténèbres qui habitent les forêts du Pacifique Nord-Ouest. Camilla s'était forgé une modeste audience pour son podcast sur les faits divers grâce à des recherches méticuleuses et un engagement à couvrir des affaires que d'autres créateurs négligeaient. Elle se concentrait principalement sur les affaires non résolues, les disparitions inexpliquées et les mystères régionaux qui, bien que jamais résolus, avaient disparu de l'attention publique. Son dernier projet l'avait menée dans les forêts de l'Oregon, au sud de Portland, où un groupe de disparitions sur les 15 dernières années avait formé un schéma qui la troublait profondément. 8 randonneurs avaient disparu dans une zone spécifique couvrant environ 8 km de terrain montagneux. Tous randonnaient seuls. Tous avaient disparu en plein jour. Tous étaient des amateurs de plein air expérimentés, conscients des risques et équipés en conséquence. Aucun de leurs corps n'avait jamais été retrouvé. Et dans plusieurs cas, même leur sac à dos ou effets personnels n'avaient pas été récupérés. Le département du shérif local avait enquêté sur chaque cas individuellement, mais n'avait jamais officiellement établi de lien entre eux dans le cadre d'un schéma plus large. Camilla, cependant, était convaincue que le schéma était impossible à ignorer et méritait un examen plus approfondi. Elle passa 2 semaines à mener des recherches préliminaires, interviewant des membres de la famille des randonneurs disparus, examinant des rapports de police et étudiant des cartes topographiques de la zone. Ce qui émergea fut un tableau qui la rendit de plus en plus mal à l'aise. Les disparitions s'étaient produites dans un laps de temps remarquablement cohérent, les victimes disparaissant en septembre ou octobre, selon un cycle de 3 ans. La dernière disparition remontait à 3 ans, ce qui signifiait que, selon le schéma, cette année marquait la prochaine disparition potentielle. Camilla était consciente des risques encourus en visitant un lieu où des personnes avaient disparu, mais elle était également confiante dans ses capacités de chercheuse et sa compréhension de la sécurité en milieu sauvage. Elle planifia une expédition minutieuse, déposant des rapports de voyage détaillés auprès de plusieurs personnes, emportant un équipement de communication par satellite et programmant des points réguliers avec son producteur de podcast. Elle passerait 2 jours à randonner dans la zone, enregistrant de l'audio pour son épisode, documentant les lieux où les victimes avaient été vues pour la dernière fois et tentant de comprendre ce qui, dans cette section particulière de la forêt, pouvait contribuer aux disparitions. Le premier jour de son enquête se déroula sans incident. Elle randonna sur des sentiers établis, prit des notes approfondies, enregistra de l'audio ambiant et des narrations pour son podcast, et documenta le terrain avec des photographies et des vidéos. La forêt était belle d'une manière qui semblait presque agressive, avec des douglas imposants bloquant une grande partie de la lumière du soleil et créant une atmosphère de crépuscule perpétuel même en plein jour. Le sous-bois était dense de fougères et de salals, rendant les déplacements hors sentier difficiles. Elle pouvait comprendre comment quelqu'un pouvait se désorienter ici, mais cette explication semblait insuffisante pour expliquer 8 disparitions de randonneurs expérimentés sur 15 ans. Le deuxième jour, elle décida d'explorer un sentier non marqué dont un membre de la famille avait parlé lors d'un entretien. Selon ce membre de la famille, leur proche disparu s'était intéressé à trouver une vieille route forestière qui était censée relier la zone. Une route qui n'apparaissait plus sur aucune carte officielle, mais que les locaux affirmaient exister encore quelque part dans la forêt. Camilla trouva le sentier après près d'1 heure de recherche. Il était envahi par la végétation et à peine visible, marqué seulement par de légères dépressions dans le sol de la forêt et des brèches occasionnelles dans le sous-bois suggérant qu'un chemin avait autrefois existé ici. Elle le suivit pendant environ 20 minutes, avançant lentement et prudemment, son appareil GPS suivant sa progression et confirmant qu'elle se trouvait toujours dans la zone générale où les disparitions s'étaient produites. Le sentier la mena à un ravin qu'elle n'avait pas vu marqué sur aucune de ses cartes. Une dépression au flanc escarpé dans le terrain, avec un petit ruisseau coulant au fond. La descente dans le ravin était périlleuse, nécessitant l'utilisation des arbres et des racines exposées comme point d'appui.
Elle prit la décision d'explorer le fond du ravin pendant seulement 30 minutes avant de revenir sur un terrain plus sûr. Ce qu'elle trouva au fond changea tout. Éparpillés parmi les rochers et les feuilles mortes se trouvaient des objets personnels. Une bouteille d'eau avec un logo d'équipe sportive de Seattle délavée. Une botte de randonnée qui semblait relativement neuve malgré le fait qu'elle était partiellement enterrée dans les débris de la forêt. Un morceau de tissu déchiré qui aurait pu provenir d'un sac à dos ou d'une veste. Le plus troublant était un portefeuille, endommagé par l'eau mais contenant toujours des cartes d'identité et des cartes de crédit appartenant à l'un des randonneurs disparus. Camilla documenta tout avec des photographies, veillant à ne pas perturber ce qui était clairement des preuves de quelque sorte. Elle était en train de marquer les coordonnées GPS lorsqu'elle remarqua autre chose. Des structures, si l'on pouvait les appeler ainsi, construites à partir de matériaux forestiers. Elles étaient petites, d'environ 60 cm de haut, faites de branches et d'os soigneusement arrangés en motifs qui semblaient délibérés plutôt qu'aléatoires. Elle en compta 6, positionnés à intervalles irréguliers le long du fond du ravin. Elles lui rappelèrent des installations artistiques ou des marqueurs rituels, et elles la mirent profondément mal à l'aise. Elle avait assez d'expérience dans la recherche sur les faits divers pour savoir que certains tueurs en série créaient des marqueurs ou des monuments sur les lieux de dépôt, des moyens de revendiquer un territoire ou de commémorer leurs actions. Mais ces structures avaient une qualité qui semblait plus ancienne, plus primitive, comme si elles avaient été construites selon des traditions antérieures à la psychologie criminelle moderne. Alors qu'elle examinait la troisième structure, elle entendit un mouvement dans la forêt au-dessus d'elle. Pas un mouvement animal, auquel elle s'était habituée pendant ses randonnées, mais le son délibéré d'une personne se déplaçant dans le sous-bois. Des branches se brisant sous un poids. Des pas qui s'arrêtaient puis reprenaient. Camilla appela, s'identifiant comme chercheuse, mais ne reçut aucune réponse. Le mouvement continua, et elle réalisa avec une alarme croissante que la personne se déplaçant dans la forêt faisait le tour du ravin, changeant de position, regardant peut-être vers elle depuis plusieurs points de vue le long de la crête. Elle prit la décision de partir immédiatement. Elle grimpa en hâte le flanc escarpé du ravin, son cœur battant, ne se souciant plus de documenter les preuves ou de suivre les protocoles de recherche appropriés. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle vit une silhouette à environ 50 mètres de distance, partiellement cachée derrière un grand arbre. La silhouette portait des vêtements de plein air similaires aux siens, des verts et bruns foncés qui se fondaient dans la forêt, mais quelque chose dans sa posture et la manière dont elle restait partiellement cachée rendit Camilla certaine qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre fortuite avec un autre randonneur. Elle se retourna et marcha rapidement vers le sentier envahi qu'elle avait suivi pour arriver dans cette zone, luttant contre l'envie de courir car elle savait que courir signalerait la peur et la vulnérabilité. Derrière elle, elle entendit la silhouette la suivre, ne faisant aucun effort pour réduire la distance, mais maintenant un intervalle constant d'environ 40 ou 50 mètres. Camilla sortit son communicateur satellite et activa la balise d'urgence, sachant que cela alerterait les autorités de sa position et qu'il y avait un problème. Elle continua à marcher, se déplaçant aussi vite que le terrain le permettait. Après environ 10 minutes, les sons de la poursuite cessèrent. Lorsqu'elle regarda en arrière, elle ne vit personne. Elle continua à marcher pendant une autre heure jusqu'à ce qu'elle croise un sentier plus établi, où elle rencontra un couple de randonneurs d'une journée qui confirmèrent qu'elle se dirigeait dans la bonne direction vers la zone de parking du départ du sentier. La réponse à sa balise d'urgence amena des gardiens forestiers et des adjoints du shérif dans la zone en moins de 3 heures. Camilla les mena de retour au ravin, bien qu'il lui fallut plus de temps pour le retrouver qu'elle ne l'avait prévu, car le repère dont elle se souvenait semblait différent à la lumière de l'après-midi. Lorsqu'ils localisèrent enfin le ravin et descendirent sur son fond, ils ne trouvaient rien. Aucun objet personnel, aucun portefeuille, aucune structure faite d'os et de branches. Le sol de la forêt semblait intact, ne montrant aucune preuve que quelqu'un s'y était trouvé récemment, y compris Camilla elle-même. Les adjoints furent professionnels, mais clairement sceptiques. Ils fouillèrent la zone minutieusement, ne trouvant rien pour corroborer son histoire. Camilla leur montra les photographies de son appareil photo. Mais lorsqu'elle examina les images, elle constata que la plupart n'avaient pas été enregistrées correctement. Les photos des objets personnels ne montraient que le sol de la forêt sans objet visible. Les images des structures en os étaient complètement noires, comme si elles avaient été prises dans l'obscurité, malgré le fait qu'elle les avait enregistrées en plein jour. Seules ses coordonnées GPS restaient, prouvant qu'elle s'était trouvée à l'emplacement qu'elle revendiquait, mais ne fournissant aucune preuve de ce qu'elle affirmait y avoir trouvé. L'un des adjoints mentionna presque négligemment que ce n'était pas la première fois que quelqu'un signalait avoir trouvé des preuves dans cette zone qui avait ensuite disparu. Il n'élabora pas, mais Camilla comprit l'implication. Elle demanda à propos de la personne qu'elle avait vue la suivre, et les adjoints confirmèrent qu'ils avaient trouvé des traces appartenant à 2 personnes différentes, celle de Camilla et celle de quelqu'un d'autre. Mais les autres traces s'arrêtaient brusquement au milieu de la forêt, sans explication sur la manière dont la personne qui les avait faites était partie.
L'enquête fut documentée, mais ne produisit aucune piste exploitable. Le portefeuille que Camilla avait photographié, qui aurait été une preuve cruciale dans une affaire de personnes disparues, ne fut jamais retrouvé. Les structures qu'elle avait documentées restèrent inexpliquées, sans preuve physique de leur existence. Camilla retourna dans son état d'origine, ébranlée et confuse, incertaine de ce qu'elle avait vécu ou de ce que cela signifiait. Elle ne publia jamais l'épisode de podcast qu'elle préparait, incapable de réconcilier ses recherches documentées avec l'impossibilité de ce qui s'était passé dans ce ravin. L'année suivant son expérience, un autre randonneur disparut dans la même zone générale. Un homme dans la trentaine randonnant seul, vu pour la dernière fois sur un sentier à moins de 3 km du ravin que Camilla avait exploré. Sa disparition correspondait parfaitement au schéma des 3 ans, survenant en octobre, exactement à l'heure. L'affaire reste non résolue. Camilla n'est pas retournée en Oregon et a entièrement réorienté son podcast loin des affaires de disparition, se concentrant plutôt sur des crimes résolus avec une documentation et une vérification claire. Elle reçoit occasionnellement des messages de personnes ayant lu les disparitions de l'Oregon, lui demandant si elle prévoit de poursuivre son enquête, mais elle refuse toujours. Elle sait ce qu'elle a trouvé dans ce ravin. Elle sait que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Elle sait que les preuves qu'elle a documentées ont disparu sans explication. Certaines histoires, a-t-elle conclu, ne sont pas destinées à être racontées, car le fait de les raconter pourrait attirer une attention indésirable, ou parce que la vérité est quelque chose qui ne peut être capturé par un équipement d'enregistrement ou vérifié par des preuves physiques. La forêt au sud de Portland continue d'attirer des randonneurs qui ignorent le schéma des disparitions, et la zone reste officiellement ouverte malgré les affaires non résolues. Et quelque part dans cette vaste étendue d'arbres et de ravins, des questions restent sans réponse sur ce qui arrive aux personnes qui s'aventurent trop profondément dans des endroits où les frontières entre explication et mystère deviennent impossibles à distinguer. Anthony travaillait dans l'industrie du bois depuis 12 ans, passant d'opérateur de machine à superviseur d'équipe grâce à un mélange de travail acharné, de connaissances pratiques et de la fiabilité constante que les employeurs apprécient dans une industrie où la sécurité et l'efficacité sont des préoccupations majeures. Son poste actuel dans une entreprise de taille moyenne opérant dans la chaîne côtière de l'Oregon impliquait de coordonner les opérations de récolte, de gérer une équipe de 15 travailleurs et de s'assurer que les réglementations environnementales étaient respectées tout en atteignant les quotas de production qui déterminent si l'opération reste rentable. C'était un travail exigeant qui nécessitait de concilier des intérêts concurrents, de naviguer dans des réglementations complexes et de prendre des décisions qui affectaient à la fois le résultat net de l'entreprise et les moyens de subsistance des membres de son équipe. Début novembre, son équipe travaillait dans une section de forêt désignée pour une récolte sélective, une zone où certains arbres pouvaient être enlevés tandis que d'autres étaient préservés pour maintenir la santé de la forêt et se conformer aux exigences de durabilité. L'équipe de marquage avait identifié les arbres approuvés pour la coupe, peignant des bandes oranges vives autour des troncs pour indiquer quels spécimens pouvaient être récoltés. Le travail d'Anthony consistait à vérifier ces marquages, à planifier la séquence la plus efficace pour l'abattage et l'enlèvement, et à coordonner les différentes pièces d'équipement lourd qui seraient nécessaires pour traiter et transporter le bois. Le 3e jour de travail dans cette nouvelle section, l'un des membres de son équipe l'appela pour examiner un énorme douglas ancien marqué pour l'enlèvement. L'arbre était extraordinaire, facilement 2,5 mètres de diamètre à la base et s'élevant à plus de 60 mètres. Un spécimen qui donnerait du bois de première qualité et représentait une valeur significative. Mais le membre de l'équipe pointait vers autre chose. Gravé dans l'écorce, à environ 1,8 mètre du sol, se trouvaient des symboles. Pas du vandalisme occasionnel comme des initiales ou des graffitis, mais des marquages délibérés qui semblaient anciens, usés par des années d'exposition. Les symboles étaient des motifs géométriques qui ressemblaient vaguement à des lettres ou des pictogrammes, mais ne correspondaient à aucun alphabet qu'Anthony reconnaissait. Le membre de l'équipe, dont le grand-père avait travaillé dans ces mêmes forêts des décennies plus tôt, expliqua que la tradition locale voulait que les arbres marqués de certains symboles ne soient pas coupés. Les origines exactes de cette tradition étaient floues, variant selon les personnes interrogées. Mais le consensus général était que les marques indiquaient des arbres ayant une signification spirituelle ou culturelle pour les groupes indigènes qui avaient habité cette région bien avant la colonisation européenne. Anthony avait déjà entendu des histoires similaires. L'exploitation forestière dans le Pacifique Nord-Ouest croisait souvent des sites culturels et des traditions indigènes, et les entreprises réputées faisaient des efforts pour identifier et éviter de telles zones. Cependant, ces marques particulières n'avaient pas été signalées par les enquêtes sur les ressources culturelles menées avant le début des opérations de récolte, et l'arbre en question se trouvait sur des terres appartenant à une société forestière privée, et non sur un territoire tribal ou une forêt publique protégée. Anthony documenta les symboles avec des photographies et appela son gestionnaire de district pour signaler la situation. La réponse qu'il reçut n'était pas celle qu'il attendait.
Le gestionnaire de district fut compatissant, mais fit clairement comprendre que l'entreprise avait déjà investi des ressources significatives dans l'enquête et la planification de cette opération de récolte, avait obtenu tous les permis nécessaires et était sous pression de la direction pour atteindre les objectifs de production du trimestre. L'arbre en question représentait près de 10 000 $ de valeur immédiate et avait été correctement marqué pour la récolte selon toutes les exigences légales. Si Anthony pouvait trouver des raisons légales ou réglementaires spécifiques pour lesquelles l'arbre ne pouvait pas être coupé, ce serait différent. Mais des références vagues au folklore local et à la tradition n'étaient pas des motifs suffisants pour laisser un bois précieux debout. Le gestionnaire de district suggéra qu'Anthony pouvait contacter les bureaux tribaux locaux s'il voulait poursuivre la question, mais il fit clairement comprendre que tout retard dans le calendrier de récolte devrait être justifié par des preuves concrètes de violation légale ou de préoccupation concernant les ressources culturelles qui n'avaient pas été abordées dans le processus initial de permis. Anthony se retrouva dans une position inconfortable. Personnellement, il pensait que l'arbre marqué ne devait pas être coupé, au moins pas avant qu'une personne experte en matière de culture indigène puisse examiner les symboles et fournir un avis éclairé sur leur signification. Mais il comprenait aussi les réalités économiques de l'industrie et la pression exercée sur son équipe pour maintenir l'emploi dans un marché de plus en plus incertain. Il contacta 2 bureaux tribaux locaux, laissant des messages détaillés décrivant les symboles et joignant des photographies, mais ne reçut aucune réponse immédiate. Après 3 jours d'attente, pendant lesquels son équipe continua de travailler sur d'autres arbres de la zone tandis que le vieux spécimen marqué restait debout, il reçut l'instruction de la direction de l'entreprise de procéder à la récolte. La décision avait été prise à un niveau supérieur à son autorité, et son travail était de la mettre en œuvre de manière sûre et efficace. La nuit précédant l'abattage prévu de l'arbre marqué, chaque membre de l'équipe d'Anthony fit des cauchemars. Ce fait n'émergea que plus tard, lorsqu'ils comparèrent leurs notes, mais la cohérence de leurs expériences était remarquable. Différentes personnes rapportèrent des détails spécifiques différents, mais les thèmes communs étaient une obscurité étouffante, se perdre dans une forêt sans fin, et une présence les observant avec une intention hostile. 3 membres de l'équipe appelèrent malade le lendemain matin, invoquant divers maux, et 2 autres ne se présentèrent tout simplement pas sans prévenir. Anthony lui-même avait à peine dormi, tourmenté par des rêves dont il ne se souvenait pas tout à fait, mais qui lui laissaient un sentiment persistant de terreur. Les membres restants de l'équipe étaient nerveux et distraits, et Anthony dut prononcer ce qui revenait à un discours de motivation sur la responsabilité professionnelle et l'importance de suivre les protocoles de sécurité établis, indépendamment des sentiments personnels ou des superstitions. L'opération d'abattage elle-même fut entravée de problèmes dès le début. L'opérateur de la tronçonneuse signala que son équipement continuait de caler malgré avoir été entretenu et vérifié selon les procédures standards seulement quelques jours plus tôt. Lorsqu'une scie de secours fut apportée, elle connut les mêmes problèmes. Les systèmes d'allumage électronique tombèrent en panne à plusieurs reprises. Les conduites hydrauliques de l'excavatrice positionnées pour aider à contrôler la chute de l'arbre développèrent des fuites qui n'auraient pas dû être possibles étant donné l'historique récent d'inspection de l'équipement. Un câble du système de treuil se rompit sous une charge bien inférieure à sa capacité nominale, manquant de peu de blesser 2 travailleurs qui durent se précipiter pour se mettre en sécurité. En début d'après-midi, Anthony prit la décision d'arrêter le travail pour la journée et de faire inspecter minutieusement tout l'équipement par des mécaniciens avant de continuer. Cette nuit-là, un autre membre de l'équipe démissionna sans explication. Et la médecin de l'entreprise, une femme nommée Ella qui voyageait entre les sites de travail pour fournir les premiers secours et la formation à la sécurité, signala qu'elle avait reçu un nombre inhabituel de plaintes concernant des symptômes sans cause physique apparente. Maux de tête, nausées, vertiges et un sentiment général de malaise qui semblait affecter les membres de l'équipe chaque fois qu'ils se trouvaient près de l'arbre marqué. Malgré tous les signes avant-coureurs, l'entreprise insista pour que la récolte se poursuive. Anthony, se sentant sans choix s'il voulait conserver son emploi, ordonna que l'arbre marqué soit abattu le lendemain matin. L'abattage proprement dit prit des heures de plus que prévu et nécessita plusieurs membres de l'équipe travaillant en rotation, car personne ne pouvait tolérer de longues périodes près de l'arbre sans ressentir les symptômes physiques qu'Ella avait documentés. Lorsque l'arbre tomba enfin, le son qu'il fit était faux d'une certaine manière. Pas seulement le craquement et le fracas attendu du bois qui se fend, mais quelque chose que plusieurs membres de l'équipe décrivirent plus tard presque comme un cri. L'arbre était partiellement creux, ce qui n'était pas rare pour les spécimens anciens. Mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de la section creuse était profondément troublant. Des restes humains, anciens et incomplets, enveloppés dans ce qui semblait être du textile ou du cuir décomposé. À côté des restes se trouvaient des objets qu'elle a reconnus immédiatement, grâce à ses connaissances en anthropologie, comme des articles rituels indigènes, y compris des instruments en os sculptés, des perles en coquillage et des fragments de ce qui aurait pu être des vêtements cérémoniels. Le travail s'arrêta immédiatement, et les forces de l'ordre ainsi que les responsables des ressources culturelles de l'État furent appelés sur le site. Les restes furent soigneusement extraits et documentés, et une analyse préliminaire suggéra qu'ils dataient de plusieurs centaines d'années,
représentant potentiellement une pratique funéraire antérieure au contact européen dans la région. L'arbre lui-même avait apparemment été sélectionné comme site funéraire en raison du creux naturel dans son tronc, et les symboles gravés à l'extérieur étaient des marqueurs indiquant le statut sacré de l'arbre. Anthony et son équipe avaient, malgré leurs meilleures intentions et dans l'ignorance de la signification culturelle complète, profané ce qui équivalait à un site funéraire. L'impact psychologique sur l'équipe fut immédiat et sévère. En moins d'une semaine, 5 membres de l'équipe avaient quitté l'entreprise, invoquant diverses raisons, mais tous clairement ébranlés par ce qui s'était passé. Anthony lui-même commença à ressentir des symptômes que son médecin attribua initialement au stress, mais qui semblaient aller au-delà des réponses normales au stress. Fièvre récurrente sans infection apparente, hallucinations consistant principalement à voir des figures vêtues de vêtements traditionnels indigènes se tenant à la périphérie de sa vision, et des pensées intrusives vives concernant l'arbre et ce qu'il contenait. Plus troublants encore furent les rapports d'autres membres de l'équipe faisant état d'expériences similaires. Les symboles de l'arbre apparurent dans leurs rêves. Ils entendirent des sons dans la forêt la nuit alors qu'ils étaient chez eux, loin du site de travail. Des sons qui ressemblaient au vent dans les branches ou à des voix parlant dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. 3 membres de l'équipe cherchèrent un traitement auprès de professionnels de la santé mentale pour l'anxiété et le stress post-traumatique. L'un fut hospitalisé après avoir subi ce que les médecins qualifièrent d'épisode psychotique aigu, au cours duquel il devint convaincu que des esprits de l'arbre le suivaient. Finalement, des représentants des nations tribales locales purent effectuer des cérémonies sur le site où l'arbre s'était tenu. Les restes trouvés à l'intérieur du tronc furent réinhumés selon les pratiques traditionnelles, avec les rituels appropriés menés par des aînés tribaux qui exprimèrent à la fois le chagrin et la colère face à la profanation qui s'était produite. La cérémonie sembla aider quelque peu. Les symptômes aigus que les membres de l'équipe avaient ressentis diminuèrent progressivement, bien que beaucoup rapportèrent des effets persistants qui durèrent des mois, voire des années par la suite. L'entreprise de bois délocalisa ses opérations vers une autre zone et désigna la section où l'arbre marqué s'était tenu comme définitivement interdite à la récolte, l'établissant comme une zone de protection des ressources culturelles. Anthony fut finalement transféré dans une autre entreprise dans un autre État, incapable de continuer à travailler dans des forêts où il devait constamment s'inquiéter de répéter l'erreur qu'il avait commise. Des années plus tard, il fait encore occasionnellement des cauchemars concernant l'arbre et voit parfois des figures dans sa vision périphérique qui disparaissent lorsqu'il tourne la tête pour les regarder directement. Le moignon de l'arbre, malgré le fait qu'il s'agisse de bois mort qui aurait dû sécher et se décomposer selon les processus normaux, continue de suinter une sève sombre chaque fois qu'il pleut. Un phénomène en cours qui a été photographié et documenté par des chercheurs mais jamais adéquatement expliqué. La zone entourant le moignon a été évitée par la faune, ne montrant aucun des signes habituels d'activité animale que l'on s'attendrait à trouver dans un environnement forestier, comme si les créatures reconnaissaient instinctivement que quelque chose n'allait pas avec cet endroit. Les communautés indigènes locales continuent d'entretenir le site, effectuant des cérémonies périodiques et s'assurant que les erreurs commises lors de cette opération de récolte de novembre ne se reproduisent pas. L'histoire de l'arbre creux sert de rappel que certaines limites ne doivent jamais être franchies et que certains avertissements ne doivent jamais être ignorés, quelles que soient les pressions économiques ou les subtilités légales. Luc avait pris le poste de guetteur d'incendie pour des raisons pratiques plutôt que romantiques. Le travail payait raisonnablement bien pour 6 semaines de travail, offrait un logement gratuit sous la forme d'une petite cabane montée sur une plateforme de tour et ne nécessitait que des qualifications minimales au-delà de la capacité à tolérer une solitude prolongée et à maintenir une vigilance pour détecter les signes de feux de forêt. Il avait 24 ans, venait de terminer ses études avec un diplôme en sciences de l'environnement et avait du mal à trouver un emploi permanent dans son domaine. Le poste de guetteur dans la forêt nationale de Mount Baker Snoqualmie, dans l'État de Washington, semblait être un moyen idéal de gagner de l'argent tout en acquérant de l'expérience en gestion des zones sauvages et en enrichissant son CV avec un travail concret en foresterie. La formation avait été simple. Il avait appris à utiliser le FIRFIND, une carte circulaire avec des réticules qui permettait de localiser avec précision l'emplacement des fumées repérées. Il avait appris les protocoles radio pour signaler les feux potentiels au bureau de district. Il avait appris les bases de l'observation météorologique et comment entretenir les panneaux solaires et les batteries qui alimentaient son équipement de communication et le petit réfrigérateur qui empêchait sa nourriture de se gâter. Le gardien qui avait assuré sa formation avait été direct quant au défi du poste. L'isolement pouvait être psychologiquement difficile pour certaines personnes. Le temps pouvait devenir hostile avec peu d'avertissement, apportant des tempêtes qui secouaient toute la structure de la tour et mettaient ses nerfs à l'épreuve. Les journées pouvaient être monotones, avec des semaines sans rien se passer, ce qui créait sa propre forme de tension mentale. Mais le gardien n'avait mentionné rien d'inhabituel concernant cette tour particulière, et Luc n'avait aucune raison de s'attendre à autre chose qu'aux défis normaux du travail de guetteur. Sa première semaine se déroula exactement comme prévu.
Il établit une routine qui divisait les longues journées en segments gérables. Observation météorologique et vérification radio à 6 heures, petit déjeuner et entretien de l'équipement jusqu'à 8 heures, premier balayage de la forêt avec des jumelles, lecture ou écriture dans son journal jusqu'au prochain balayage prévu, déjeuner à midi, balayage de l'après-midi toutes les 2 heures, dîner à 18 heures, balayage du soir au coucher du soleil. Puis les longues heures de nuit avec rien à faire. Sauf lire à la lumière d'une lampe à huile ou écouter des podcasts téléchargés jusqu'à ce que le sommeil devienne possible. La tour se dressait dans une clairière qui avait été délibérément entretenue pour empêcher les arbres d'obstruer la vue à 360 degrés nécessaires à la détection des incendies. La clairière était grossièrement circulaire, d'environ 90 mètres de diamètre, entourée d'une forêt dense qui pressait de tous côtés. Pendant la journée, Luc trouvait l'isolement paisible plutôt qu'oppressant. Par temps clair, il pouvait voir à des kilomètres dans toutes les directions, observant le jeu de lumière et d'ombre sur les crêtes lointaines, suivant les systèmes météorologiques qui se déplaçaient à travers les vallées, observant la faune qui s'aventurait parfois dans la clairière. Mais la nuit, la clairière devenait quelque chose de différent. L'obscurité au-delà de la portée des lumières de sa tour était absolue, et les sons de la forêt qui avaient semblé agréables pendant les heures de clarté prenaient une dimension qui le rendait mal à l'aise de manière qu'il ne pouvait pas tout à fait justifier. C'est lors de la 8e nuit de sa rotation qu'il remarqua pour la première fois la silhouette. Il avait terminé son balayage du coucher de soleil et se préparait pour le coucher lorsqu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre orientée vers le nord. Debout à la lisière même de la clairière, précisément là où l'herbe entretenue rencontrait la ligne des arbres, se trouvait une forme humaine. La silhouette était trop éloignée et la lumière trop faible pour distinguer des détails, mais elle était définitivement de forme humaine, parfaitement immobile, semblant regarder directement la tour. Luc ressentit une secousse de surprise suivie de curiosité. C'était inhabituel, mais pas impossible qu'un randonneur se trouve dans cette zone. La tour était accessible par un sentier qui se connectait au réseau de sentiers plus large, bien que la plupart des randonneurs évitaient la montée raide nécessaire pour atteindre le poste de guet, sauf s'ils voulaient spécifiquement visiter la tour elle-même. Il attrapa sa lampe torche et ouvrit la porte de la cabane, descendant sur la petite plateforme qui entourait la structure. Il lança un salut, sa voix portant à travers la clairière. Il n'y eut aucune réponse. La silueta resta immobile. Luc dirigea le faisceau de sa lampe torche vers l'endroit où il avait vu la forme, mais la lumière semblait être absorbée par l'obscurité sans illuminer quoi que ce soit clairement. Il pouvait toujours voir le contour de la silhouette, mais le faisceau de la lampe torche échouait d'une manière ou d'une autre à révéler des détails supplémentaires. Il appela à nouveau, demandant si la personne avait besoin d'aide, se demandant si peut-être il s'agissait d'un randonneur qui s'était perdu ou blessé. Toujours aucune réponse. Après plusieurs minutes de cette interaction à sens unique, Luc se retira dans la cabane, se sentant troublé, mais pas encore effrayé. Il se dit que la silhouette était probablement juste quelqu'un qui avait campé à proximité et faisait une promenade du soir. Le manque de réponse pouvait s'expliquer par la distance, ou par le fait que la personne portait des écouteurs ou simplement préférait ne pas s'engager dans une interaction sociale. Il essaya de chasser cette rencontre de son esprit et de se concentrer sur d'autres choses. Mais il se surprit à revenir régulièrement à la fenêtre nord pour vérifier si la silhouette était toujours là. Elle y resta pendant les 3 heures suivantes, dans exactement la même position, ne bougeant apparemment jamais, ne répondant à aucune tentative de communication. Lorsque Luc se réveilla le lendemain matin et vérifia immédiatement la fenêtre, la silhouette avait disparu. La clairière était vide dans la lumière matinale, ne montrant rien d'inhabituel. Il envisagea de signaler l'incident lors de son appel radio du matin, mais décida de ne pas le faire. Que signalerait-il? Qu'une personne s'était tenue à la lisière de la clairière? Qu'elle n'avait pas répondu lorsqu'il l'avait appelée? Cela semblait absurde de faire un rapport officiel pour quelque chose d'aussi mineur. Mais cette nuit-là, la silhouette revint. Même endroit, même posture, même immobilité troublante. Luc essaya à nouveau la lampe torche, avec le même manque de résultats. Il essaya de prendre une photo avec l'appareil photo de son téléphone, mais l'image ne montra que de l'obscurité, sans silhouette visible. Bien qu'il puisse la voir clairement à l'œil nu lorsqu'il regardait l'écran du téléphone, il essaya d'utiliser les jumelles de la tour, qui auraient dû fournir beaucoup plus de détails à cette distance. Mais lorsqu'il regarda à travers les lentilles, la silhouette semblait se brouiller et devenir indistincte, comme si les jumelles étaient incapables de faire la mise au point correctement sur cet emplacement spécifique. Nuit après nuit, le schéma se répéta. La silhouette apparaissait peu après le coucher du soleil, toujours au même endroit exact, et y restait pendant des heures. Luc commença à chronométrer ses apparitions et découvrit qu'elle suivait un horaire précis, arrivant à la lisière de la clairière à 20h47 et restant visible jusqu'à minuit 15, puis disparaissant entre minuit 15 et minuit 30 lorsque l'attention de Luc était ailleurs. Il commença à documenter le phénomène dans son journal, non pas parce qu'il pensait que quelqu'un le croirait, mais parce que l'acte d'écrire l'aidait à traiter ce qu'il vivait.
La 15e nuit, quelque chose changea. La silhouette était plus proche. Pas de manière dramatique, mais définitivement plus proche qu'elle ne l'avait été les nuits précédentes. Au lieu de se tenir à la lisière des arbres, elle était maintenant positionnée à environ 9 mètres dans la clairière. Luc sentit son rythme cardiaque augmenter lorsqu'il réalisa que la silhouette s'était déplacée sans qu'il n'ait vu aucun mouvement. Elle était simplement apparue plus proche, comme si elle s'était téléportée d'un endroit à un autre pendant les moments où il ne regardait pas. La nuit suivante, elle était encore plus proche. Puis encore plus proche. À la 20e nuit, la silhouette se tenait à peu près à mi-chemin entre la lisière des arbres et la base de la tour, et Luc était réellement effrayé. Il appela le bureau du district des gardiens lors de son appel du matin et essaya d'expliquer ce qui se passait, présentant soigneusement la situation comme une préoccupation de sécurité potentielle concernant quelqu'un s'approchant de la tour chaque nuit. Le gardien qui prit son appel fut compatissant, mais pas particulièrement alarmé. Il suggéra que cela pouvait être un animal que Luc identifiait mal dans des conditions de faible éclairage, ou peut-être un arbre mort debout qui avait une forme humaine et qu'il remarquait davantage parce qu'il se concentrait dessus. Luc ne discuta pas, mais il savait que ce qu'il voyait n'était ni un animal ni un arbre. La 23e nuit, Luc trouva des empreintes de pas. Il était descendu de la tour pour vérifier la base de la structure, quelque chose qu'il avait évité de faire après la tombée de la nuit. Mais son besoin de vérification surpassa sa peur. En utilisant sa lampe torche, il trouva des empreintes de bottes claires dans la terre meuble autour de la fondation de la tour. Les empreintes menaient de la direction de la lisière des arbres directement à la tour, faisaient 2 fois le tour de la structure, puis revenaient vers la forêt dense. Mais les empreintes ne atteignaient pas la lisière des arbres. Elles s'arrêtaient simplement au milieu de la clairière, comme si la personne qui les avait faites avait disparu dans l'air ou avait été soulevée et emportée. Luc grimpa à nouveau dans la cabane et verrouilla la porte, soudainement très conscient de sa vulnérabilité. La tour était conçue pour le protéger de la faune et des intempéries, pas des intrus humains. Les murs étaient fins. La porte avait une serrure basique qui pouvait être forcée facilement. Les fenêtres ne se verrouillaient pas du tout, conçues pour s'ouvrir largement pour une visibilité maximale lors des opérations de guet des incendies. Cette nuit-là, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des pas sur les escaliers de la tour. Le cliquetis métallique de bottes sur les marches en acier montant lentement, une marche à la fois. Luc resta figé au centre de la cabane, son téléphone à la main, incapable de décider s'il devait appeler à l'aide ou si cela aggraverait ce qui se passait. Les pas continuèrent, méthodiques et sans hâte, gravissant les 72 marches du sol à la plateforme de la cabane. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils s'arrêtèrent. Luc attendit, chaque muscle tendu, les yeux rivés sur la porte. Des minutes passèrent dans le silence. Puis il entendit un grattement, un son lent et délibéré, comme des ongles ou des griffes traînées sur le cadre en bois de la porte. Le grattement continua pendant ce qui lui sembla une éternité, mais qui fut probablement moins de 5 minutes. Puis il s'arrêta. Les pas commencèrent à nouveau, cette fois descendant, et finirent par s'éteindre dans le silence. Luc ne dormit pas cette nuit-là. Lorsqu'enfin l'aube arriva, il appela immédiatement le bureau du district par radio et demanda une extraction d'urgence, brisant le protocole en décrivant l'incident en détail et en déclarant qu'il ne passerait pas une autre nuit dans la tour, quelles que soient les circonstances. Le gardien qui répondit à son appel semblait préoccupé non pas par les aspects surnaturels du rapport de Luc, mais par son état mental. Ils organisèrent l'envoi immédiat d'un remplaçant et dirent à Luc qu'il pouvait descendre dès que le remplaçant arriverait. Pendant qu'il attendait son remplaçant, Luc sortit en pleine lumière du jour pour examiner la porte où il avait entendu le grattement. Le bois montrait des entailles fraîches, des marques parallèles profondes qui ne pouvaient pas avoir été causées par un animal natif de la région. Lorsque le guetteur de remplacement arriva, Luc lui fit un bref transfert des équipements et des procédures, mais ne mentionna ni la silhouette, ni les pas, ni les sons de grattement. Il rassembla simplement ses affaires personnelles et descendit le sentier aussi rapidement que le terrain le permettait, désespéré de mettre de la distance entre lui et cette tour. Plus tard, par des canaux informels, Luc apprit qu'il était le 3e guetteur en 5 ans à demander une résiliation anticipée de ce poste spécifique dans la tour. Le gardien qui lui donna cette information le fit discrètement, presque à contre-cœur, et mentionna que la tour était maintenant équipée de caméras et de capteurs à distance afin qu'elle puisse être surveillée depuis le bureau du district sans nécessité de présence humaine. L'explication officielle de ce changement était l'efficacité budgétaire et l'avancement technologique. Mais Luc soupçonnait que la vraie raison était que personne ne voulait aborder le fait que quelque chose observait cette tour, quelque chose qui apparaissait comme une horloge et se rapprochait chaque nuit, quelque chose qui laissait des empreintes de pas se terminant dans le vide et grattait aux portes avec des griffes ou des ongles laissant des marques trop profondes pour être ignorées. Luc fut diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique et un trouble anxieux sévère à la suite de son expérience. Il subit plusieurs mois de thérapie et on lui conseilla d'éviter les environnements de travail isolés à l'avenir.
Il ne retourna jamais au travail de guetteur d'incendie et finit par quitter complètement le domaine de la foresterie, incapable de chasser le souvenir de ses nuits à observer la silhouette s'approcher ou le son des pas montant vers lui dans l'obscurité. Dylan avait accepté le poste de guetteur d'incendie pour des raisons pratiques plutôt que romantiques. Le travail était bien payé pour 6 semaines de travail, offrait un logement gratuit sous la forme d'une petite cabane montée sur une plateforme de tour et ne nécessitait que des qualifications minimales au-delà de la capacité à tolérer une solitude prolongée et à rester vigilant pour détecter les signes de feux de forêt. Il avait 24 ans, venait de terminer ses études avec un diplôme en sciences de l'environnement et avait du mal à trouver un emploi permanent dans son domaine. Le poste de guetteur dans la forêt nationale de Mount Baker Snoqualmie, dans l'État de Washington, semblait être un moyen idéal de gagner de l'argent tout en acquérant de l'expérience en gestion des zones sauvages et en enrichissant son CV avec un travail concret en foresterie. La formation avait été simple. Il avait appris à utiliser le Firefindé, une carte circulaire avec des réticules qui permettait de localiser avec précision l'emplacement des fumées repérées. Il avait appris les protocoles radio pour signaler les feux potentiels au bureau de district. Il avait appris les bases de l'observation météorologique et comment entretenir les panneaux solaires et les batteries qui alimentaient son équipement de communication et le petit réfrigérateur qui empêchait sa nourriture de se gâter. Le gardien qui avait assuré sa formation avait été direct quant au défi du poste. L'isolement pouvait être psychologiquement difficile pour certaines personnes. Le temps pouvait devenir hostile avec peu d'avertissement, apportant des tempêtes qui secouaient toute la structure de la tour et mettaient ses nerfs à l'épreuve. Les journées pouvaient être monotones, avec des semaines sans rien se passer, ce qui créait sa propre forme de tension mentale. Mais le gardien n'avait mentionné rien d'inhabituel concernant cette tour particulière, et Dylan n'avait aucune raison de s'attendre à autre chose qu'aux défis normaux du travail de guetteur. Sa première semaine se déroula exactement comme prévu. Il établit une routine qui divisait les longues journées en segments gérables. Observation météorologique et vérification radio à 6 heures, petit déjeuner et entretien de l'équipement jusqu'à 8 heures, premier balayage de la forêt avec des jumelles, lecture ou écriture dans son journal jusqu'au prochain balayage prévu, déjeuner à midi, balayage de l'après-midi toutes les 2 heures, dîner à 18 heures, balayage du soir au coucher du soleil. Puis les longues heures de nuit avec rien à faire. Sauf lire à la lumière d'une lampe à huile ou écouter des podcasts téléchargés, jusqu'à ce que le sommeil devienne possible. La tour se dressait dans une clairière qui avait été délibérément entretenue pour empêcher les arbres d'obstruer la vue à 360 degrés nécessaires à la détection des incendies. La clairière était grossièrement circulaire, d'environ 90 mètres de diamètre, entourée d'une forêt dense qui pressait de tous côtés. Pendant la journée, Dylan trouvait l'isolement paisible plutôt qu'oppressant. Par temps clair, il pouvait voir à des kilomètres dans toutes les directions, observant le jeu de lumière et d'ombre sur les crêtes lointaines, suivant les systèmes météorologiques qui se déplaçaient à travers les vallées, observant la faune qui s'aventurait parfois dans la clairière. Mais la nuit, la clairière devenait quelque chose de différent. L'obscurité au-delà de la portée des lumières de sa tour était absolue, et les sons de la forêt qui avaient semblé agréables pendant les heures de clarté prenaient une dimension qui le rendait mal à l'aise de manière qu'il ne pouvait pas tout à fait justifier. C'est lors de la 8e nuit de sa rotation qu'il remarqua pour la première fois la silhouette. Il avait terminé son balayage du coucher de soleil et se préparait pour le coucher lorsqu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre orientée vers le nord. Debout à la lisière même de la clairière, précisément là où l'herbe entretenue rencontrait la ligne des arbres, se trouvait une forme humaine. La silhouette était trop éloignée et la lumière trop faible pour distinguer des détails, mais elle était définitivement de forme humaine, parfaitement immobile, semblant regarder directement la tour. Dylan ressentit une secousse de surprise suivie de curiosité. C'était inhabituel, mais pas impossible qu'un randonneur se trouve dans cette zone. La tour était accessible par un sentier qui se connectait au réseau de sentiers plus large, bien que la plupart des randonneurs évitaient la montée raide nécessaire pour atteindre le poste de guet, sauf s'ils voulaient spécifiquement visiter la tour elle-même. Il attrapa sa lampe torche et ouvrit la porte de la cabane, descendant sur la petite plateforme qui entourait la structure. Il lança un salut, sa voix portant à travers la clairière. Il n'y eut aucune réponse. La silueta resta immobile. Dylan dirigea le faisceau de sa lampe torche vers l'endroit où il avait vu la forme, mais la lumière semblait être absorbée par l'obscurité sans illuminer quoi que ce soit clairement. Il pouvait toujours voir le contour de la silhouette, mais le faisceau de la lampe torche échouait d'une manière ou d'une autre à révéler des détails supplémentaires. Il appela à nouveau, demandant si la personne avait besoin d'aide, se demandant si peut-être il s'agissait d'un randonneur qui s'était perdu ou blessé. Toujours aucune réponse. Après plusieurs minutes de cette interaction à sens unique, Dylan se retira dans la cabane, se sentant troublé, mais pas encore effrayé. Il se dit que la silhouette était probablement juste quelqu'un qui avait campé à proximité et faisait une promenade du soir. Le manque de réponse pouvait s'expliquer par la distance,
ou par le fait que la personne portait des écouteurs ou simplement préférait ne pas s'engager dans une interaction sociale. Il essaya de chasser cette rencontre de son esprit et de se concentrer sur d'autres choses. Mais il se surprit à revenir régulièrement à la fenêtre nord pour vérifier si la silhouette était toujours là. Elle y resta pendant les 3 heures suivantes, dans exactement la même position, ne bougeant apparemment jamais, ne répondant à aucune tentative de communication. Lorsque Dylan se réveilla le lendemain matin et vérifia immédiatement la fenêtre, la silhouette avait disparu. La clairière était vide dans la lumière matinale, ne montrant rien d'inhabituel. Il envisagea de signaler l'incident lors de son appel radio du matin, mais décida de ne pas le faire. Que signalerait-il? Qu'une personne s'était tenue à la lisière de la clairière? Qu'elle n'avait pas répondu lorsqu'il l'avait appelée? Cela semblait absurde de faire un rapport officiel pour quelque chose d'aussi mineur. Mais cette nuit-là, la silhouette revint. Même endroit, même posture, même immobilité troublante. Dylan essaya à nouveau la lampe torche, avec le même manque de résultats. Il essaya de prendre une photo avec l'appareil photo de son téléphone, mais l'image ne montra que de l'obscurité, sans silhouette visible. Bien qu'il puisse la voir clairement à l'œil nu lorsqu'il regardait l'écran du téléphone, il essaya d'utiliser les jumelles de la tour, qui auraient dû fournir beaucoup plus de détails à cette distance. Mais lorsqu'il regarda à travers les lentilles, la silhouette semblait se brouiller et devenir indistincte, comme si les jumelles étaient incapables de faire la mise au point correctement sur cet emplacement spécifique. Nuit après nuit, le schéma se répéta. La silhouette apparaissait peu après le coucher du soleil, toujours au même endroit exact, et y restait pendant des heures. Dylan commença à chronométrer ses apparitions et découvrit qu'elle suivait un horaire précis, arrivant à la lisière de la clairière à 20h47 et restant visible jusqu'à minuit 15, puis disparaissant entre minuit 15 et minuit 30 lorsque l'attention de Dylan était ailleurs. Il commença à documenter le phénomène dans son journal, non pas parce qu'il pensait que quelqu'un le croirait, mais parce que l'acte d'écrire l'aidait à traiter ce qu'il vivait. La 15e nuit, quelque chose changea. La silhouette était plus proche. Pas de manière dramatique, mais définitivement plus proche qu'elle ne l'avait été les nuits précédentes. Au lieu de se tenir à la lisière des arbres, elle était maintenant positionnée à environ 9 mètres dans la clairière. Dylan sentit son rythme cardiaque augmenter lorsqu'il réalisa que la silhouette s'était déplacée sans qu'il n'ait vu aucun mouvement. Elle était simplement apparue plus proche, comme si elle s'était téléportée d'un endroit à un autre pendant les moments où il ne regardait pas. La nuit suivante, elle était encore plus proche. Puis encore plus proche. À la 20e nuit, la silhouette se tenait à peu près à mi-chemin entre la lisière des arbres et la base de la tour, et Dylan était réellement effrayé. Il appela le bureau du district des gardiens lors de son appel du matin et essaya d'expliquer ce qui se passait, présentant soigneusement la situation comme une préoccupation de sécurité potentielle concernant quelqu'un s'approchant de la tour chaque nuit. Le gardien qui prit son appel fut compatissant, mais pas particulièrement alarmé. Il suggéra que cela pouvait être un animal que Dylan identifiait mal dans des conditions de faible éclairage, ou peut-être un arbre mort debout qui avait une forme humaine et qu'il remarquait davantage parce qu'il se concentrait dessus. Dylan ne discuta pas, mais il savait que ce qu'il voyait n'était ni un animal ni un arbre. La 23e nuit, Dylan trouva des empreintes de pas. Il était descendu de la tour pour vérifier la base de la structure, quelque chose qu'il avait évité de faire après la tombée de la nuit. Mais son besoin de vérification surpassa sa peur. En utilisant sa lampe torche, il trouva des empreintes de bottes claires dans la terre meuble autour de la fondation de la tour. Les empreintes menaient de la direction de la lisière des arbres directement à la tour, faisaient 2 fois le tour de la structure, puis revenaient vers la forêt dense. Mais les empreintes ne atteignaient pas la lisière des arbres. Elles s'arrêtaient simplement au milieu de la clairière, comme si la personne qui les avait faites avait disparu dans l'air ou avait été soulevée et emportée. Dylan grimpa à nouveau dans la cabane et verrouilla la porte, soudainement très conscient de sa vulnérabilité. La tour était conçue pour le protéger de la faune et des intempéries, pas des intrus humains. Les murs étaient fins. La porte avait une serrure basique qui pouvait être forcée facilement. Les fenêtres ne se verrouillaient pas du tout, conçues pour s'ouvrir largement pour une visibilité maximale lors des opérations de guet des incendies. Cette nuit-là, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des pas sur les escaliers de la tour. Le cliquetis métallique de bottes sur les marches en acier montant lentement, une marche à la fois. Dylan resta figé au centre de la cabane, son téléphone à la main, incapable de décider s'il devait appeler à l'aide ou si cela aggraverait ce qui se passait. Les pas continuèrent, méthodiques et sans hâte, gravissant les 72 marches du sol à la plateforme de la cabane. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils s'arrêtèrent. Dylan attendit, chaque muscle tendu, les yeux rivés sur la porte. Des minutes passèrent dans le silence. Puis il entendit un grattement, un son lent et délibéré, comme des ongles ou des griffes traînées sur le cadre en bois de la porte. Le grattement continua pendant ce qui lui sembla une éternité,
mais qui fut probablement moins de 5 minutes. Puis il s'arrêta. Les pas commencèrent à nouveau, cette fois descendant, et finirent par s'éteindre dans le silence. Dylan ne dormit pas cette nuit-là. Lorsqu'enfin l'aube arriva, il appela immédiatement le bureau du district par radio et demanda une extraction d'urgence, brisant le protocole en décrivant l'incident en détail et en déclarant qu'il ne passerait pas une autre nuit dans la tour, quelles que soient les circonstances. Le gardien qui répondit à son appel semblait préoccupé non pas par les aspects surnaturels du rapport de Dylan, mais par son état mental. Ils organisèrent l'envoi immédiat d'un remplaçant et dirent à Dylan qu'il pouvait descendre dès que le remplaçant arriverait. Pendant qu'il attendait son remplaçant, Dylan sortit en pleine lumière du jour pour examiner la porte où il avait entendu le grattement. Le bois montrait des entailles fraîches, des marques parallèles profondes qui ne pouvaient pas avoir été causées par un animal natif de la région. Lorsque le guetteur de remplacement arriva, Dylan lui fit un bref transfert des équipements et des procédures, mais ne mentionna ni la silhouette, ni les pas, ni les sons de grattement. Il rassembla simplement ses affaires personnelles et descendit le sentier aussi rapidement que le terrain le permettait, désespéré de mettre de la distance entre lui et cette tour. Plus tard, par des canaux informels, Dylan apprit qu'il était le 3e guetteur en 5 ans à demander une résiliation anticipée de ce poste spécifique dans la tour. Le gardien qui lui donna cette information le fit discrètement, presque à contre-cœur, et mentionna que la tour était maintenant équipée de caméras et de capteurs à distance afin qu'elle puisse être surveillée depuis le bureau du district sans nécessité de présence humaine. L'explication officielle de ce changement était l'efficacité budgétaire et l'avancement technologique. Mais Dylan soupçonnait que la vraie raison était que personne ne voulait aborder le fait que quelque chose observait cette tour. Quelque chose qui apparaissait comme une horloge et se rapprochait chaque nuit. Quelque chose qui laissait des empreintes de pas se terminant dans le vide et grattait aux portes avec des griffes ou des ongles laissant des marques trop profondes pour être ignorées. Dylan fut diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique et un trouble anxieux sévère à la suite de son expérience. Il subit plusieurs mois de thérapie et on lui conseilla d'éviter les environnements de travail isolés à l'avenir. Il ne retourna jamais au travail de guetteur d'incendie et finit par quitter complètement le domaine de la foresterie, incapable de chasser le souvenir de ses nuits, à observer la silhouette s'approcher ou le son des pas montant vers lui dans l'obscurité. Il a travaillé comme biologiste de la faune pour le département de la pêche et de la faune de l'État de Washington depuis un peu plus de 3 ans, lorsqu'elle fut affectée à une étude sur les animaux nocturnes dans la forêt nationale de Gifford-Pinchot. Le projet était simple en théorie, mais complexe en pratique. Elle devait installer des équipements d'enregistrement audio à plusieurs endroits dans une zone de recherche désignée pour suivre les populations de hiboux, surveiller leurs schémas de chasse et documenter leurs appels territoriaux pendant la saison de reproduction. Ce travail exigeait qu'elle passe de longues périodes seule dans la forêt, souvent en campant pendant 5 à 7 jours d'affilée dans des zones reculées, loin des sentiers ou des campings établis. Hila avait toujours été à l'aise dans les milieux sauvages. Elle avait grandi en campant avec sa famille dans diverses forêts nationales du Pacifique Nord-Ouest, et ses études supérieures l'avaient menée dans certains des terrains les plus isolés d'Amérique du Nord. La solitude ne la dérangeait pas, et elle avait développé des compétences pratiques en survie qui rendaient le travail de terrain en solo gérable plutôt que dangereux. Sa zone de recherche assignée se trouvait dans la section sud de Gifford-Pinchot, une région connue pour ses forêts anciennes, ses ravins escarpés et son accès humain limité. Lors de son premier relevé de site et de l'installation de l'équipement, elle avait brièvement parlé à un gardien qui avait mentionné, presque négligemment, que les tribus indigènes locales considéraient certaines sections de cette forêt comme spirituellement significatives et évitaient traditionnellement certaines zones. Le gardien avait ri un peu maladroitement en partageant cette information, comme s'il n'était pas sûr qu'il était approprié de mentionner de telles choses dans un contexte professionnel, et Hila avait rangé cette information comme un détail culturel intéressant, mais sans impact direct sur ses protocoles de recherche. Elle aurait dû y prêter plus attention. Lors de sa 3e nuit sur le terrain, travaillant depuis un camp de base qu'elle avait établi près d'un petit ruisseau, Hila examina les enregistrements audio que son équipement avait capturés au cours des 48 dernières heures. Assise dans sa tente avec son ordinateur portable, casque sur les oreilles, elle écoutait des heures de sons de forêt compressés en segments gérables par un logiciel qui identifiait et marquait les vocalisations potentielles de hibou. La plupart de ce qu'elle entendait était exactement ce à quoi elle s'attendait. Le bruissement du vent dans les branches des conifères, le craquement occasionnel d'une branche, le son lointain de l'eau coulant sur les rochers, les appels de diverses espèces de hibou, chacun distinct et identifiable. Mais environ 3 heures après le début de son écoute, elle entendit quelque chose qui la fit arrêter la lecture et revenir en arrière pour réécouter. C'était une voix, pas un son animal qui aurait pu être interprété comme une voix, mais une véritable voix humaine, faible et lointaine, semblant appeler un seul mot. Elle augmenta le volume et isola le segment audio, l'écoutant à plusieurs reprises. La voix appelait un nom, et ce nom était le sien, Hila. Le son était étiré et déformé, comme si l'équipement d'enregistrement l'avait capturé à la mauvaise vitesse, mais c'était indéniablement son nom, prononcé en 2 syllabes, Hila.
avec une intonation presque interrogative, comme si quelqu'un la cherchait dans l'obscurité. Ila vérifia l'horodatage de l'enregistrement. L'audio avait été capturé à 2h47 du matin, pendant une période où elle dormait dans sa tente, à des kilomètres du sentier établi le plus proche, dans une zone où aucun autre chercheur ou randonneur n'était censé se trouver. Elle examina les spécifications et les réglages de l'équipement, se demandant s'il existait une explication technique à ce qu'elle entendait. Peut-être une interférence radio provenant d'une source lointaine, ou une sorte d'artefact audio créé par le processus d'enregistrement lui-même. Mais l'équipement était spécialement conçu pour la recherche sur le terrain, avec des filtres pour éliminer les interférences électroniques, et la voix ne ressemblait pas à une transmission radio. Elle ressemblait à quelqu'un debout dans la forêt, appelant dans la nuit. Elle se dit que ce n'était probablement rien. Le son voyageait de manière étrange à travers une forêt dense, surtout la nuit, lorsque les inversions de température et l'humidité pouvaient porter les bruits sur des kilomètres. Peut-être y avait-il un autre campeur ou randonneur dans les parages, plus loin qu'elle ne le pensait, et il appelait quelqu'un d'autre qui, par hasard, portait le même nom qu'elle. La nuit suivante, elle vérifia à nouveau ses enregistrements, et une fois de plus, elle entendit son nom. Cette fois, il y avait plusieurs occurrences capturées à différents moments de la nuit par différents appareils d'enregistrement positionnés à divers endroits autour de sa zone de recherche. Chaque voix sonnait légèrement différente, comme si plusieurs personnes l'appelaient depuis différentes directions. Mais toutes disaient son nom de la même manière étirée et déformée, ce qui lui donna la chair de poule. Elle commença à se sentir profondément mal à l'aise. Il n'y avait aucune explication raisonnable à ce que plusieurs voix, enregistrées par des appareils séparés, appellent le même nom peu commun au milieu d'une forêt où elle était censée être seule. Ila était une scientifique de formation et de tempérament, quelqu'un qui cherchait des explications logiques et des conclusions basées sur des preuves. Mais elle était aussi assez pragmatique pour reconnaître quand quelque chose ne semblait pas normal. Cela ne semblait pas normal. La 4e nuit de sa session sur le terrain, la situation passa de dérangeante à terrifiante. Ila effectuait une vérification de routine de son équipement, remplaçant les piles d'une des unités d'enregistrement positionnées à environ 1 kilomètre de son camp, lorsqu'elle entendit la voix l'appeler par son nom, sans aucun appareil électronique pour médiatiser le son. Elle venait de quelque part plus profondément dans la forêt, au-delà de la portée du faisceau de sa lampe torche, une voix qui semblait résonner entre les arbres, l'appelant Ila, avec cette même intonation déformée et interrogative qu'elle avait entendue sur les enregistrements. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre, tous ses sens soudainement en alerte maximale. Elle appela, demandant si quelqu'un était là, s'identifiant comme une chercheuse travaillant dans la zone. La seule réponse fut le silence. Puis, après peut-être 30 secondes, la voix appela à nouveau, cette fois depuis une direction différente. Il a pris une décision qui lui sauva probablement la vie, ou du moins sa santé mentale. Elle abandonna l'équipement qu'elle était en train de vérifier et se dirigea rapidement vers son camp, sans courir, mais en marchant vite, le faisceau de sa lampe torche rebondissant devant elle sur le sentier étroit. Derrière elle, elle entendit la voix l'appeler à nouveau. Puis encore, toujours depuis un endroit légèrement différent, comme si ce qui produisait le son se déplaçait à travers la forêt, parallèle à son chemin. Lorsqu'elle atteignit son camp, elle grimpa dans sa tente et scella l'entrée, se sentant soudainement très vulnérable et très seule. Elle essaya de rationaliser ce qui se passait. Peut-être que quelqu'un lui faisait une farce, bien que cela semblait absurde pour une blague. Peut-être qu'elle faisait l'expérience d'une hallucination auditive provoquée par le stress ou l'isolement, bien qu'elle n'ait jamais eu de problème de santé mentale et qu'elle ait passé beaucoup de temps seule dans des milieux sauvages sans incident. Peut-être qu'un animal dans la zone pouvait imiter la parole humaine, bien qu'aucune espèce native du Pacifique Nord-Ouest n'ait cette capacité. Aucune de ces explications ne semblait adéquate. Et alors qu'elle était allongée dans son sac de couchage, essayant de calmer ses pensées en course, elle réalisa qu'elle pouvait encore entendre la voix l'appeler faiblement par son nom depuis quelque part à l'extérieur de la tente. Puis, son équipement commença à dysfonctionner. Les piles de sa lampe torche moururent, bien qu'elle les ait remplacées ce matin-là par des neuves scellées. Son GPS s'éteignit et refusa de redémarrer. Son téléphone satellite affichait une batterie pleine, mais ne pouvait établir de connexion lorsqu'elle essaya d'appeler son superviseur. Même sa montre, un simple appareil numérique, commença à afficher des chiffres aléatoires au lieu de leur correct. Ila avait apporté des piles de rechange pour tout, protocole standard pour le travail de terrain prolongé, et elle remplaça systématiquement chaque pile dans chaque appareil qu'elle possédait. Certains des appareils se rallumèrent, mais en quelques minutes, ils s'éteignaient à nouveau, comme si quelque chose drainait l'énergie de manière impossiblement rapide. Elle resta assise dans l'obscurité de sa tente, trop effrayée pour dormir, écoutant son nom être appelé encore et encore depuis divers points autour de son campement. À un moment donné pendant cette nuit interminable, elle dut s'assoupir d'épuisement, car elle se réveilla pour constater qu'il faisait jour. La forêt était silencieuse. Le sentiment oppressant d'être observée avait disparu.
Son équipement fonctionnait à nouveau normalement. Elle vérifia les enregistrements de la nuit précédente et découvrit que chaque appareil avait capturé la même chose. Des heures de son nom appelées par de multiples voix depuis des directions impossibles, sans aucun autre son pour fournir un contexte ou une explication. Elle découvrit également quelque chose qui lui glaça le sang. Selon les horodatages GPS de ces divers appareils, elle avait perdu environ 2 heures. Sa mémoire de la nuit était continue, sans trou. Mais la chronologie montrait une période allant de peu après minuit à près de 2h30 du matin où aucun enregistrement n'existait et où aucun journal d'appareil ne montrait d'activité. Comme si elle et tout son équipement avaient tout simplement cessé d'exister pendant cette période. Pire que le temps perdu était ce qui arriva ensuite. Lorsqu'elle alla vérifier l'appareil d'enregistrement qu'elle avait abandonné dans sa panique pour retourner au camp, elle constata qu'il n'était pas là où elle l'avait laissé. Elle se souvenait de l'emplacement exact. Un endroit distinct où un tronc tombé créait une chambre acoustique naturelle qui amplifierait les appels de hibou des environs. Elle revint à cet endroit et ne trouva rien. L'appareil avait disparu, ainsi que son matériel de montage, le filet de camouflage qu'elle avait utilisé pour le dissimuler et le ruban marqueur jaune vif qu'elle avait attaché à une branche voisine pour l'aider à localiser l'endroit. Elle élargit sa recherche, pensant qu'elle avait peut-être confondu l'emplacement dans son état de peur la nuit précédente, mais ne trouva aucune trace de l'équipement nulle part dans un rayon raisonnable. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait délibérément effacé toute trace de sa présence. Encore plus troublant, lorsqu'elle chercha ses propres empreintes de pas de la nuit précédente, la piste qu'elle avait suivie dans sa hâte de retourner au camp, elle trouva quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Ces empreintes étaient là, clairement visibles dans la terre meuble et les aiguilles de pin éparpillées, mais à côté d'elles se trouvait un autre ensemble d'empreintes. Elles n'étaient pas des traces d'animaux, et elles n'étaient pas des empreintes de bottes humaines. Elles étaient de forme humaine, mais fausses, d'une certaine manière. Trop longues et trop étroites, avec des marques suggérant des pieds nus plutôt que des chaussures. Et elle suivait sa piste sur plusieurs centaines de mètres avant de disparaître complètement près d'un affleurement rocheux. C'est à ce moment-là qu'Hila décida de mettre fin immédiatement à sa session sur le terrain, plusieurs jours avant la date prévue. Elle fit ses bagages aussi rapidement que possible, abandonnant certains des articles les plus lourds et faisant plusieurs allers-retours jusqu'à son véhicule, garé à un point d'accès du service des forêts à environ 5 km de son camp. À chaque voyage, elle ressentait une envie écrasante de regarder constamment par-dessus son épaule. Et à plusieurs reprises, elle aurait juré avoir vu des mouvements dans sa vision périphérique, des formes qui semblaient disparaître lorsqu'elle tournait la tête pour les regarder directement. La randonnée de retour fut les 5 km les plus longs de sa vie. Lorsqu'elle atteignit enfin son camion et s'y enferma, elle resta assise là pendant plusieurs minutes, respirant profondément, submergée de soulagement à être enfermée dans du métal et du verre, séparée de la forêt par quelque chose de solide et de familier. Elle se rendit directement au poste de garde et déposa un rapport sur son équipement manquant. Bien qu'elle ne mentionnât pas les voix, les empreintes étranges ou le sentiment d'être observée, elle ne pensait pas que quelqu'un la croirait, et elle n'était pas entièrement sûre de se croire elle-même. Le projet de recherche fut discrètement suspendu, en attendant une enquête sur l'équipement manquant. Hila soumit les enregistrements qu'elle avait réussi à collecter, et ils furent transmis au superviseur du projet pour analyse. Elle apprit plus tard, par des canaux informels, que les fichiers audio avaient été examinés par plusieurs spécialistes qui ne purent fournir aucune explication satisfaisante aux voix. Certains suggérèrent des interférences électroniques malgré les capacités de filtrage de l'équipement. D'autres proposèrent qu'Hila avait vécu un épisode psychologique et avait d'une manière ou d'une autre créé les enregistrements elle-même, peut-être par somnambulisme ou un comportement dissociatif, bien que cette explication ne puisse rendre compte des enregistrements simultanés multiples provenant d'appareils positionnés loin les uns des autres. Un analyste qui examina les fichiers audio nota que les voix, une fois filtrées et analysées pour leur structure phonétique, semblaient parler dans une langue ou un dialecte qui ne correspondait à aucune langue indigène actuellement connue de la région du Pacifique Nord-Ouest, mais présentaient des similitudes structurelles avec plusieurs langues éteintes documentées par des anthropologues au début du XXe siècle. Le gardien, qui avait initialement mentionné les avertissements des tribus locales concernant certaines zones, contacta Hila en privé et organisa une rencontre avec un aîné de la tribu Kolitz. L'aîné écouta une brève description de ce qu'Hila avait vécu et hocha lentement la tête, comme si rien de tout cela ne le surprenait. Il expliqua que la zone où elle avait travaillé était traditionnellement connue comme un terrain sacré, un lieu où les morts avaient été enterrés selon des pratiques antérieures de centaines, voire de milliers d'années au contact européen. La terre était considérée comme sacrée et interdite, non pas parce qu'elle était maléfique, mais parce que les esprits qui y résidaient étaient actifs et n'accueillaient pas favorablement l'intrusion des vivants. Il dit que les voix qu'elle avait entendues étaient probablement celles d'ancêtres essayant de la chasser, non pas pour lui faire du mal, mais pour protéger la sainteté de leur lieu de repos. Lorsqu'Hila demanda pourquoi les voix l'avaient appelé par son nom, l'aîné expliqua que prononcer le nom de quelqu'un créait une connexion, un lien spirituel, et qu'en l'appelant, les esprits l'avaient marqué, s'assurant qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vécu et ne reviendrait jamais.
Hila ne retourna jamais dans cette section de la forêt nationale de Gifford-Pinchot. Elle demanda une réaffectation à un autre projet de recherche dans un lieu différent, et ses superviseurs acceptèrent sans exiger d'explications détaillées. Mais l'expérience ne s'arrêta pas lorsqu'elle quitta la forêt. Pendant des mois par la suite, elle entendait parfois son nom appelé de cette même voix déformée, généralement la nuit, lorsqu'elle était au bord du sommeil, ou parfois pendant la journée, dans des moments de calme. Le phénomène s'estompa progressivement avec le temps, mais ne disparut jamais complètement. Des années plus tard, Hila vit encore occasionnellement des épisodes brefs. Des moments où elle entend son nom appelé sans source identifiable, un rappel que quelque chose dans cette forêt avait tendu la main vers elle et laissé une marque qui durerait le reste de sa vie. Elle quitta entièrement la biologie de la faune, passant à la recherche en laboratoire où elle n'aurait plus jamais à passer de nuit seule dans des zones sauvages isolées. Et elle n'a jamais discuté publiquement des détails de ce qui s'est passé pendant ces 4 jours dans la forêt nationale de Gifford-Pinchot, sachant que certaines expériences ne peuvent être adéquatement expliquées ou comprises par le cadre de la science empirique. Saak et Nora randonnaient ensemble depuis plus de 5 ans, explorant les sentiers de Washington et de l'Oregon avec la précision méthodique d'amateurs de nature expérimentés qui savaient que la préparation et la vigilance faisaient la différence entre l'aventure et le désastre. Ils n'étaient pas des randonneurs occasionnels du week-end qui se contentaient des sentiers populaires près des parkings. Ils cherchaient des terrains difficiles, des expéditions de plusieurs jours dans des zones sauvages reculées, et des itinéraires nécessitant des compétences de navigation au-delà du simple suivi de marqueurs en bois. Tous deux portaient des montres GPS qui suivaient leur altitude, leur fréquence cardiaque, la distance parcourue et leurs coordonnées exactes à tout moment. Tous deux emportaient des cartes papier et des boussoles en secours. Tous deux avaient suivi une formation aux premiers secours en milieu sauvage et transportaient des fournitures d'urgence pouvant les soutenir pendant plusieurs jours en cas de problème. Le 15 septembre, ils planifièrent ce qui aurait dû être une randonnée d'une journée dans les North Cascades. Un sentier qu'ils avaient déjà parcouru avec succès 3 fois au cours des 2 dernières années. La randonnée faisait environ 18 km aller-retour, avec un dénivelé de 850 mètres, menant à un lac alpin entouré de sommets offrant des vues spectaculaires par temps clair. Ils partirent à 7h30, s'inscrivirent au registre du départ et commencèrent l'ascension familière à travers une forêt dense qui laisserait progressivement place à des prairies subalpines et à un terrain rocheux près du lac. Les 2 premières heures de la randonnée furent exactement comme dans leurs souvenirs des précédents voyages. Ils passèrent des repères qu'ils reconnaissaient, les cèdres massifs fendus par la foudre, le passage du ruisseau où ils s'arrêtaient toujours pour filtrer de l'eau, l'affleurement rocheux où ils avaient un jour vu un ours noir chercher des bails. Tout était normal et familier jusqu'au kilomètre 6,4 environ, où la forêt changea soudainement d'une manière qui n'avait aucun sens compte tenu du terrain et de l'altitude. Les arbres devinrent étrangement silencieux. Ce fut la première chose que Nora mentionna à Isaac, l'absence de son. Aucun chant d'oiseaux, aucun bourdonnement d'insectes, aucun bruissement du vent dans les branches, juste un silence oppressant qui semblait absorber leurs pas et leurs voix. Isaac regarda sa montre GPS et fronça les sourcils. Selon l'appareil, il n'était plus sur le sentier qu'il suivait. Les coordonnées les plaçaient à près de 5 km à l'ouest de l'endroit où ils auraient dû se trouver, dans une zone que leur carte indiquait comme une forêt dense et non marquée, sans sentier établi. Pourtant, ils se tenaient toujours sur un sentier clair, suivant des marqueurs identiques à ceux qu'ils avaient vus toute la matinée. Ils s'arrêtèrent et comparèrent leurs montres. Les 2 appareils montraient le même emplacement impossible. Tous 2 affichaient la date correcte, mais indiquaient une heure erronée. Selon leur montre, il était maintenant 11h45. Mais cela ne pouvait pas être correct, car ils avaient vérifié l'heure moins de 20 minutes plus tôt, au passage du ruisseau, et il était 9h30. Même en tenant compte de la difficulté du terrain, il était impossible qu'ils aient marché pendant plus de 2 heures en un temps qui leur avait semblé n'être que 20 minutes. Isaac suggéra que peut-être leur montre avait simultanément dysfonctionné, une sorte de bug logiciel ou d'interférence magnétique due à la géologie de la zone. Ils essayèrent de rationaliser la situation, mais tous 2 ressentirent une sensation croissante de malaise qui allait au-delà de la simple confusion quant à leur emplacement. Ils décidèrent de faire demi-tour pour retracer leurs pas jusqu'au dernier point où ils savaient que leur position avait été exacte. Mais lorsqu'ils se retournèrent, le sentier derrière eux semblait différent. Les repères qu'ils avaient passés avaient disparu. Le cèdre fendu n'était nulle part en vue. Le ruisseau où ils avaient filtré l'eau n'était pas là où il aurait dû être. Le sentier lui-même semblait serpenter à travers un terrain qu'ils ne reconnaissaient pas, bien qu'ils aient marché dans cette zone précise quelques instants plus tôt. Nora sortit la carte papier et la boussole, tentant de s'orienter sans se fier aux appareils GPS qui fournissaient clairement des informations inexactes. Mais la boussole se comporta étrangement. L'aiguille tournait lentement sans se stabiliser sur une direction cohérente, comme si le nord magnétique était devenu instable ou sans pertinence.
Ils commencèrent à marcher dans ce qu'ils croyaient être la direction du retour vers le départ du sentier, utilisant l'angle du soleil et leur connaissance générale du terrain pour se guider. Aucun des deux ne voulait admettre à quel point ils devenaient effrayés. Ils étaient des randonneurs expérimentés, habitués à se perdre temporairement, à naviguer dans une visibilité réduite et dans des conditions difficiles. Mais ceci était différent. Cela semblait fondamentalement faux d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait pleinement articuler. Après ce qui leur sembla être une heure de marche, bien que leur montre n'indiquasse que 15 minutes écoulées, ils émergèrent de la forêt dans une zone qu'ils ne reconnaissaient pas du tout. Ils se tenaient au bord d'une grande clairière qui n'aurait pas dû exister n'importe où près de leur itinéraire prévu. La clairière était grossièrement circulaire, d'environ 60 mètres de diamètre, et le sol était de la terre nue sans végétation, à l'exception de motifs étranges d'herbes mortes formant des lignes et des formes qui semblaient presque délibérées. Au centre de la clairière se trouvait un amas de rochers disposés d'une manière trop géométrique pour être naturelle. Isaac et Nora se tinrent à la lisière des arbres, tous deux instinctivement réticents à entrer dans la clairière. C'est alors qu'ils remarquèrent leur peau. Sur leurs bras exposés et le dos de leurs mains se trouvaient des marques qui n'avaient pas auparavant. De petites brûlures circulaires, chacune de la taille d'une pièce de monnaie, rouges et en relief, comme s'ils avaient été touchés par quelque chose de très chaud. Les marques n'étaient pas douloureuses, mais elles étaient définitivement nouvelles, et ni Isaac ni Nora ne se souvenaient de la manière dont ils les avaient obtenues. Isaac regarda à nouveau sa montre et vit quelque chose qui lui glaça le sang. L'affichage indiquait maintenant 14h15. Des heures s'étaient écoulées, mais il n'avait aucun souvenir de ces heures. Le dernier moment clair dont il se souvenait avec certitude était leur émergence de la forêt dans la clairière, ce qui, selon son expérience subjective, n'avait eu lieu que quelques minutes plus tôt. Il demanda à Nora quelle heure elle pensait qu'il était, sans lui dire ce que sa montre indiquait, et elle répondit qu'il devait être environ midi, peut-être 12h30 au plus tard. Lorsqu'elle regarda sa propre montre et vit l'heure, son visage devint pâle. Ils restèrent là, essayant de comprendre ce qui se passait, essayant d'accéder à des souvenirs qui auraient dû exister mais qui n'étaient pas là. Il n'y avait pas de trou dans leur conscience, pas de sensation de temps qui passe, juste une discontinuité soudaine entre ce qu'ils avaient vécu et ce que leurs appareils enregistraient. Ils se tenaient toujours au bord de la clairière. Mais maintenant, le soleil était à une position différente dans le ciel, confirmant que des heures s'étaient effectivement écoulées. Leurs vêtements étaient déchirés à des endroits qu'aucun des deux ne pouvait expliquer. Leurs bottes étaient couvertes de boue qui n'était pas cohérente avec le sentier sec sur lequel ils avaient marché. Nora remarqua une tache de sang sur la chemise d'Isaac, près de son col. Lorsqu'elle la lui montra, il toucha son cou et découvrit une égratignure qu'il n'avait pas sentie jusqu'à ce moment-là. Nora avait des égratignures similaires sur les bras, cachées sous les manches de sa veste, jusqu'à ce qu'elle les relève pour examiner sa peau de plus près. Ils prirent la décision de se remettre en marche, essayant de trouver un repère ou un marqueur de sentier qui les aiderait à déterminer où ils se trouvaient réellement et comment revenir à leur véhicule. Ils évitèrent d'entrer dans la clairière, préférant en faire le tour en restant sous le couvert des arbres. Alors qu'ils avançaient, la montre GPS d'Isaac se remit soudainement à fonctionner normalement. Les coordonnées qu'elle affichait avaient maintenant un sens, les plaçant à environ 24 km du départ du sentier, bien au-delà du point final de leur randonnée prévue, dans une zone qu'il leur aurait fallu toute une journée pour atteindre un rythme de marche normal. Le sentier qu'ils trouvèrent les mena en descente et ils finirent par croiser une route du service des forêts où ils rencontrèrent deux randonneurs qui les regardèrent avec inquiétude et leur demandèrent s'ils avaient besoin d'aide. Isaac et Nora devaient avoir l'air terribles, couverts de boue, égratignés et désorientés, car les randonneurs leur offrirent immédiatement de l'eau et leur demandèrent s'ils étaient blessés. Ils apprirent de ces randonneurs qu'ils se trouvaient de l'autre côté de la chaîne de montagnes par rapport à leur point de départ, ayant d'une manière ou d'une autre voyagé dans une direction perpendiculaire à leur itinéraire prévu. Les randonneurs les ramenèrent en voiture au poste de garde où leur véhicule était garé, un trajet qui prit plus d'une heure sur les routes forestières. Au poste de garde, ils déposèrent un rapport sur leur égarement, bien qu'ils ne mentionnèrent pas les heures manquantes, la clairière étrange ou les brûlures sur leur peau. Ils dirent aux gardiens qu'ils s'étaient désorientés et avaient dû prendre un mauvais tournant, une explication plausible qui fut acceptée sans question. Mais en privé, Isaac et Nora savaient que ce qui leur était arrivé ne pouvait pas être expliqué par une simple erreur de navigation. Ils furent examinés à l'hôpital le lendemain, à l'insistance de Nora, et le médecin qui regarda les brûlures circulaires sur leur peau demanda des tests supplémentaires, y compris un scanner pour vérifier une exposition aux radiations. Les résultats montrèrent des niveaux élevés de radiation, pas assez pour causer des préoccupations immédiates pour la santé, mais définitivement anormaux et incohérents avec une exposition environnementale naturelle. Le cas fut noté dans leurs dossiers médicaux. Et d'une manière ou d'une autre, l'information atteignit des chercheurs qui documentaient des incidents inhabituels dans la région des North Cascades. Isaac et Nora apprirent qu'ils n'étaient pas les premiers randonneurs à signaler un temps manquant, des blessures inexpliquées et des trous de mémoire dans cette zone particulière.
Au cours des 30 dernières années, au moins une douzaine de cas similaires avaient été documentés, partageant tous des éléments communs. Des randonneurs expérimentés sur des sentiers familiers, une désorientation soudaine, des dysfonctionnements de GPS et de boussole, des heures de temps manquant sans souvenir conscient, des marques physiques inexpliquées sur le corps. Le service des forêts n'avait aucune explication officielle pour ces incidents, mais la zone restait ouverte au public avec des avertissements standards sur les dangers de la nature sauvage. Isaac et Nora ne randonnèrent plus jamais dans les North Cascades. Tous deux profondément troublés par l'expérience et par la connaissance que quelque chose leur était arrivé qu'ils ne pouvaient ni se rappeler ni comprendre. Les brûlures sur leur peau s'estompèrent lentement sur plusieurs mois, laissant des cicatrices discrètes qu'ils portent encore aujourd'hui, des rappels permanents des heures qui ont disparu et des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Jacques était gardien de parc dans la chaîne des Cascades, en Oregon, depuis près de 8 ans. Durant cette période, il avait appris à lire la forêt comme d'autres lisent un journal. Chaque branche brisée, chaque pierre déplacée, chaque motif inhabituel dans le sous-bois lui racontait une histoire. Mais ce matin du 3 octobre, les signes qu'il observait lui disaient que quelque chose n'allait pas. L'air automnal était frais et piquant, chargé de l'odeur des pins, tandis qu'il entamait sa patrouille de routine dans le cadran sud-est de sa juridiction. Cette zone couvrait plus de 40 miles carrés de forêts denses, de terrains rocheux et de sentiers de montagne isolés, fréquentés par moins d'une douzaine de randonneurs par semaine en basse saison. C'était le genre d'endroit où les gens venaient pour disparaître du monde, trouver la paix et la solitude, et où la plupart des visiteurs ne laissaient derrière eux que des empreintes, emportant seulement des photographies. Mais en tournant un virage près de Clearwater Creek, Jacques aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter net. Un campement abandonné se trouvait dans une petite clairière, à environ 30 mètres du sentier principal. Tout, ici, était anormal. La tente était toujours debout, correctement montée et ancrée, avec la bâche de pluie fixée contre la rosée matinale. Un réchaud de camping portable était posé sur un rocher plat, avec une casserole contenant ce qui semblait être de la bouillie, encore tiède au toucher. 2 chaises de camping étaient disposées autour d'un cercle de pierre contenant les restes d'un feu de camp, et une paire de chaussures de randonnée coûteuses était soigneusement placée à l'entrée de la tente. Jacques appela, sa voix résonnant entre les arbres, mais la seule réponse fut le cri lointain d'un faucon et le bruissement du vent dans les sapins. Il inspecta l'intérieur de la tente et y trouva 2 sacs de couchage, des effets personnels soigneusement rangés dans des sacs à dos, des portefeuilles contenant des pièces d'identité et de l'argent, ainsi que des téléphones posés sur des vêtements pliés. Tout ce qui avait de la valeur était encore là, ce qui éliminait immédiatement le vol comme mobile. Les cartes d'identité lui apprirent que le campement appartenait à Madison Morgan et Luke Bell, tous deux originaires de Seattle, dans la vingtaine, et signalés comme des randonneurs expérimentés selon les permis qu'ils avaient déposés au poste de garde 3 jours plus tôt. Jacques sortit sa radio et signala le campement abandonné au quartier général, puis commença à examiner les alentours. C'est alors qu'il découvrit le premier signe de véritable danger. À environ 15 pieds du camp, en direction de la forêt dense et loin de tout sentier balisé, il trouva une traînée d'objets personnels éparpillés. Une veste polaire était froissée contre une souche. 50 pieds plus loin, il découvrit une casquette emmêlée dans des buissons bas. Puis une bouteille d'eau, abandonnée là où elle était tombée, le bouchon encore en place, l'eau toujours à l'intérieur. Ces objets n'avaient pas été perdus par accident. Ils avaient été lâchés par quelqu'un en fuite ou traînés de force. Le pouls de Jacques s'accéléra alors qu'il suivait la piste des objets plus profondément dans les bois, s'éloignant des sentiers établis pour pénétrer dans une zone que peu de gens exploraient. La forêt, ici, était plus ancienne, plus sombre, avec des arbres si densément serrés que la lumière du matin peinait à percer la canopée. Le sous-bois était épais de fougères et de dévillès clubs, et Jacques dut se frayer un chemin à travers une végétation montrant des signes évidents de perturbations récentes. Puis il vit le sang. D'abord, ce n'était qu'une traînée sur l'écorce d'un douglas, à hauteur d'épaule. Mais en avançant, il en trouva davantage. Des gouttelettes sur les feuilles, une tache plus large sur un rocher couvert de mousse, et surtout, des marques de traînées dans la terre meuble près d'un petit ravin. 2 lignes parallèles suggérant qu'un corps lourd avait été traîné à travers le sol. Les mains de Jacques tremblèrent légèrement lorsqu'il tendit la main vers sa radio, mais lorsqu'il appuya sur le bouton d'émission, il n'obtint que des parasites. Il vérifia l'appareil, il fonctionnait parfaitement. Pourtant, dans cette partie précise de la forêt, il n'avait aucun signal. C'était inhabituel, car les radios des gardiens étaient spécialement conçues pour fonctionner dans des zones reculées, grâce à des relais positionnés dans toute la chaîne de montagne. Il essaya son téléphone portable, avec le même résultat. Aucun signal, aucune connexion. Le silence de la forêt devint soudain oppressant, et Jacques prit conscience qu'il était seul, à des kilomètres de la route la plus proche. Alors qu'il suivait ce qui semblait être les preuves d'un crime violent dans un territoire de plus en plus isolé, il prit une décision qui lui sauva probablement la vie.
Au lieu de continuer, il décida de marquer sa position à l'aide des coordonnées GPS de son appareil portable, puis de retourner au campement pour rejoindre une zone où sa radio fonctionnerait afin d'appeler des renforts. Mais alors qu'il se retournait pour rebrousser chemin, il entendit quelque chose qui le figea sur place. Une voix, faible et terrifiée, appelant depuis un endroit devant lui. C'était une voix féminine. Et elle répétait un seul mot, encore et encore, au secours. Jacques abandonna son plan de retraite et se fraya un chemin à travers le sous-bois, se déplaçant aussi rapidement que le terrain le permettait, suivant le son de cette voix désespérée. Il la trouva à environ 200 mètres de l'endroit où il avait vu le sang pour la dernière fois. Elle était cachée à l'intérieur d'un gros tronc creux, tombé des années plus tôt et lentement réclamé par la forêt. Madison était recroquevillé en boule, ses vêtements déchirés et couverts de boue, son visage strié de larmes et d'égratignures causées par sa fuite à travers les buissons. Ses yeux étaient emplis d'une terreur sauvage. Lorsqu'elle aperçut Jacques pour la première fois, elle hurla et tenta de se recroqueviller davantage dans le tronc, jusqu'à ce qu'il s'identifie comme gardien de parc et lui montre son insigne et son uniforme. Il fallut près de 15 minutes pour la sortir du tronc et la calmer suffisamment pour qu'elle puisse parler de manière cohérente. Ce qu'elle lui raconta glaça son sang. Elle et Luc dormaient dans leur tente lorsqu'un bruit les réveilla juste avant l'aube. Au début, ils pensèrent que c'était un animal, peut-être un ours inspectant leur camp. Luc avait donc ouvert la fermeture éclair de la tente pour regarder dehors. Madison dit avoir entendu Luc dire quelque chose, mais elle ne se souvenait plus de quoi. Puis il y eut un bruit, comme si quelqu'un frappait quelque chose de solide, un bruit sourd. Et Luc fit un bruit d'étouffement. Elle se précipita hors de son sac de couchage et regarda dehors, juste à temps pour voir une silhouette traîner Luc hors de la tente par les pieds, l'emmenant dans la forêt. La silhouette était humaine, elle en était certaine, mais dans la faible lumière de l'aube, elle ne pouvait distinguer aucun détail, si ce n'est qu'elle était grande, probablement masculine, et vêtue de vêtements sombres. Madison avait attrapé sa veste et commencé à suivre, hurlant à la silhouette de s'arrêter. C'est alors que la silhouette avait lâché les jambes de Luc et commencé à courir vers elle. Elle avait fui. Elle ne se souvenait pas avoir lâché sa veste, son chapeau, ou quoi que ce soit d'autre. Elle se souvenait seulement d'avoir couru à travers la forêt dans une panique aveugle, les branches déchirant sa peau et ses vêtements, ses poumons en feu, et derrière elle, le bruit de quelqu'un qui la poursuivait. Elle avait couru jusqu'à ce que ses jambes refusent de la porter, puis elle avait trouvé le tronc creux et s'y était glissée, tirant des feuilles mortes et des débris de forêt derrière elle pour se cacher. Elle y était restée pendant des heures, écoutant des pas se déplacer dans la zone autour d'elle, s'arrêtant parfois comme si la personne cherchait quelque chose, puis repartant. Elle était restée silencieuse, même lorsqu'elle avait entendu Jacques l'appeler plus tôt, car elle était trop terrifiée pour déterminer si la voix était amicale ou un piège. Jacques lui demanda si elle avait une idée de l'endroit où Luc pouvait se trouver, et Madison secoua la tête, des larmes fraîches coulant sur son visage. Elle dit qu'elle pensait qu'il était mort, car le bruit qu'il avait fait lorsqu'il avait été frappé était horrible, et elle avait vu du sang sur sa tête lorsque la silhouette le traînait. Jacques savait qu'il devait emmener Madison en sécurité et faire intervenir les forces de l'ordre immédiatement. Mais il savait aussi que si Luc était blessé quelque part dans cette forêt, chaque minute comptait. Il prit la décision difficile de faire bouger Madison vers une zone où sa radio fonctionnerait. Et pendant qu'il marchait, il gardait les yeux rivés sur la forêt autour d'eux, cherchant tout signe de mouvement, toute indication qu'ils étaient observés. La marche de retour vers le campement abandonné prit 45 minutes, car Madison était épuisée et blessée, ses chevilles enflées après s'être tordues pendant sa fuite paniquée à travers la forêt. Lorsqu'ils atteignirent enfin le camp, Jacques essaya à nouveau sa radio et constata qu'elle fonctionnait. Il appela immédiatement des secours d'urgence, demandant à la fois des forces de l'ordre et des équipes de recherche et de sauvetage, et signala un possible homicide en cours. La réponse fut rapide. En moins d'une heure, la forêt grouillait de députés du shérif, de bénévoles des équipes de recherche et de sauvetage, et de gardiens de parc supplémentaires avec des chiens pisteurs. Jacques mena une équipe de 3 députés vers l'endroit où il avait trouvé Madison, et de là, ils suivirent les marques de traînées qu'il avait découvertes plus tôt. La piste menait à un ravin escarpé où un petit ruisseau courait à travers des rochers couverts de mousse. Et là, partiellement dissimulé sous un tas de branches mortes et de débris forestiers, ils trouvèrent Luc. Il était mort. La cause du décès semblait être un traumatisme crânien contondant, et d'après l'état du corps et les preuves environnantes, il avait été tué rapidement puis caché. Mais ce qui rendit la découverte encore plus troublante fut ce que les députés trouvèrent à environ 50 mètres en aval. Un autre tas de branches, délibérément arrangé pour dissimuler quelque chose. Et en dessous, un autre corps. Celui-ci était plus ancien, probablement mort depuis plusieurs semaines, d'après l'état de décomposition. Il fut identifié grâce à ses effets personnels comme appartenant à un randonneur signalé comme disparu 6 semaines plus tôt. Son nom était Anthony Bellet, et il randonnait seul lorsqu'il avait disparu sans laisser de traces.
L'enquête s'étendit rapidement. Des chiens renifleurs furent amenés, et au cours des 3 jours suivants, ils firent des découvertes qui transformèrent l'affaire en l'une des enquêtes criminelles les plus importantes de l'histoire de l'Oregon. Au total, ils trouvèrent 14 corps enterrés ou cachés dans divers endroits dans un rayon de 3 miles autour de l'endroit où Luke avait été tué. Certains étaient récents, d'autres dataient de plusieurs années, représentant des cas de personnes disparues qui avaient été classés sans suite depuis longtemps. Les preuves médico-légales suggéraient que toutes les victimes étaient mortes de traumatismes contondants ou d'étranglement. Plusieurs montraient des signes d'avoir été ligotées avant leur mort. Le tueur avait utilisé cette partie de la forêt comme terrain de chasse pendant ce que les enquêteurs estiment être au moins une décennie, peut-être plus. Ce qui rendait l'affaire encore plus glaçante était la réalisation que le tueur avait un mode opératoire. Presque toutes les victimes campaient seules ou en couple dans des zones reculées de la forêt, loin des campings établis, dans des endroits où elles pouvaient être attaquées sans que personne n'entende leurs cris. Pour Jacques, les jours suivant la découverte furent un tourbillon d'interviews avec les détectives, de traitement de la scène de crime et de la tâche macabre d'aider les équipes de recherche à naviguer dans les sections de plus en plus coordonnées de sa forêt. Il apprit des détails qu'il aurait préféré ne jamais connaître sur la manière dont le tueur avait opéré, la façon méticuleuse dont les preuves avaient été dissimulées, la planification qui était entrée dans la sélection de victimes qui ne serait pas immédiatement manquée. Madison fut placé sous protection policière pendant plusieurs jours, car il y avait une réelle inquiétude que le tueur puisse tenter d'éliminer le seul témoin qu'il avait vu. Même si elle ne pouvait fournir une description détaillée, une chasse à l'homme massive fut lancée, avec des dizaines d'agents de la force publique peignant la forêt, installant des caméras de piste et interrogeant quiconque s'était trouvé dans la zone pendant la période où les meurtres avaient eu lieu. Mais malgré l'enquête approfondie, malgré les preuves médico-légales, les témoignages et les preuves physiques laissées sur les lieux, le tueur ne fut jamais identifié. Les semaines se transformèrent en mois, et l'affaire resta ouverte, mais sans suspect viable. La forêt où Jacques avait travaillé pendant 8 ans, un endroit qu'il avait aimé et où il s'était senti chez lui, s'était transformé dans son esprit en quelque chose de sinistre. Il demanda une mutation vers un autre district de garde, incapable de continuer à travailler dans une zone où il savait que 14 personnes avaient été assassinées et où le responsable était toujours en liberté quelque part. Jacques apprit plus tard, par des rapports de suivi, que Madison avait quitté Washington entièrement, déménageant de l'autre côté du pays pour vivre avec sa famille en Caroline du Nord, incapable de faire face au traumatisme de ce qu'elle avait vécu et vu. Elle passerait des années en thérapie pour traiter sa culpabilité de survivante et son stress post-traumatique, hantée par le souvenir de Luke traîné dans l'obscurité et par la connaissance qu'elle n'avait pas pu le sauver. Le dossier de l'affaire resta ouvert, marqué comme une enquête active. Mais au fil des années, sans nouvelles pistes, il fut progressivement transféré aux affaires non résolues. Jacques fut muté dans un poste de garde dans un autre État, essayant de reconstruire sa carrière et sa paix d'esprit. Mais il ne parvint jamais tout à fait à laisser derrière lui ce matin d'octobre. Il faisait encore des cauchemars parfois, de marcher à travers cette section sombre de la forêt, de trouver les marques de traînée et le sang, d'entendre le son de la voix terrifiée de Madison appelant à l'aide depuis l'intérieur de ce tronc creux. Et il pensait souvent au tueur, toujours quelque part, potentiellement encore actif, chassant dans des forêts où des gardiens comme lui travaillaient seuls, et où des randonneurs s'aventuraient dans la nature en croyant être en sécurité. Le Pacifique Nord-Ouest est vaste, avec des millions d'acres de forêt où une personne pourrait disparaître sans jamais être retrouvée. Et quelque part dans cette nature sauvage, un tueur avait appris à exploiter cet isolement à des fins mortelles, laissant derrière lui un mystère qui reste non résolu à ce jour. Conclusion. Ces récits, bien que troublants, ne sont que quelques exemples des mystères inexpliqués qui persistent dans les forêts du Pacifique Nord-Ouest. Des disparitions inexpliquées aux rencontres avec des entités inexplicables. Ces histoires rappellent que même dans notre monde moderne, il existe des endroits où les frontières entre la réalité et le mystère s'estompent. Si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous connaissez des récits inexpliqués, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Monsieur Mystique pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes dans l'inconnu. Bonne nuit et méfiez-vous des ombres qui rôdent dans les forêts anciennes.